Bonjour à tous, nous allons aborder la deuxième partie de l'enquête liée au gigantisme. Je précise que les Atlantes sont depuis 1 million d'années sur Gaïa. Une partie vivait sur la planète Mars, à l'époque elle était habitée, et la majorité vient de là. Ça on l'a vu dans une autre enquête, qu'ils se sont installés à Silbury en Angleterre et ont recréé à l'identique leur chez eux, dont une pyramide. Ils ont été obligés de partir à une certaine époque. Donc notre point de départ sera la création de l'enclos Terre, il y a environ 50 000 ans. En fait, Gaïa fait 20 fois la dimension de la Terre, et ce qu'on appelle Terre est en réalité une partie de Gaïa qui a été rasée par les Rumbeo à l'époque. Ça, on l'a vu dans la première partie. D'où cette hypothèse que nous vivons sur une Terre plate. Donc, constatez qu'on est entouré de glace et que ça continue au-delà. Et de l'autre côté vivent toujours les géants, les Atlantes et d'autres races. Donc Gaïa est gigantesque et des portes dimensionnelles permettent de passer au-delà des glaces en 5D. Ils sont tous au courant de notre existence et ne souhaitent pas se mélanger à nous car beaucoup d'humains sont parasités par des entités. Pour ceux qui me suivent, vous savez que le mal profite de la détresse pour interférer et ainsi se nourrir des émotions négatives. Donc mon travail d'hypnothérapeute consiste à nettoyer ces parasites qui nous pourrissent la vie. Donc là, on va aborder la seconde partie de l'arrivée des humains sur le continent Terre et non la planète Terre. Donc c'est très important de faire la différence. J'espère avoir été clair là-dessus et on aura accès à la frise jusqu'en moins 4000 avant Jésus-Christ. Alors on revient sur les Rumbeo. Donc je demande au télépathe, donc lorsque ces géants, ces Rumbeo sont partis, donc ils ont laissé leur place aux humains. Donc c'était combien de temps avant que Satan ne débarque? Satan a réellement ressenti son mal il y a environ 28 000 ans. On a commencé à le ressentir. Par contre, il est présent depuis presque le début. Donc il est là depuis le début de la création de l'humanité, oui. Et quand tu dis 28 000 ans, ça correspond à quoi ça? Au début de quelle humanité alors? Ce sont les humains qui allaient donner naissance aux Atlantes, les tout premiers, en fait, qui ont croisé les Hertiens. Les tout premiers. En fait, il y a eu une première tentative qui a échoué, et ensuite, plus tard, 8000 ans plus tard, alors là, je lui dis, attends, on va essayer de faire une frise, alors peut-être pas toutes les civilisations, mais qu'on puisse s'y retrouver, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Donc quelques dates qu'on puisse s'y retrouver. Alors, on va commencer à moins 50 000 années. Donc ça correspond à quoi? Il y a la première descente du Messie sur Terre. Il est venu en tant que messager de la source annoncer que cette race de géants, donc il fallait faire une place pour une nouvelle race. Donc il y a 50 000 ans, première descente du Messie sur Terre en tant que messager de la source. Donc il annonce aux 7 races de géants qui sont sur Gaïa qu'une nouvelle race va être instaurée, qu'il faut lui faire une place. Il annonce aussi que cette race est là pour leur apprendre l'amour. Donc ce qu'on avait déjà vu. Donc à ce moment-là, ils se braquent tous
mais le Messie leur fait comprendre qu'ils ne connaissent pas le véritable amour. Donc c'est une évolution, on va dire, pour eux, oui. C'est pour ça que la source voulait les emmener. Moins 48 000 ans. « 77 hommes, 35 femmes. Donc ça a été un échec total. Ils se sont bien entendus avec les Hertziens qui étaient là. Mais il y avait toujours les Rumbéos et les hommes qui sont venus. Ils étaient un peu plus nombreux que les femmes et ils voyaient les Rumbéos qui avaient une sexualité assez débordante et ils se sont mal comportés avec les femmes. Donc les hommes voyaient les Rumbéos mâles se comporter avec des comportements un peu bestiaux avec leurs femmes. Donc ils étaient assez portés sur les relations sexuelles. Et ces hommes ont fait la même chose avec leurs femmes. Donc ça a été un échec cuisant. Ouais, du coup, ils ont copié la manière de faire des Rumbéos et ça n'était pas bon. Donc la source, 500 ans après, ils étaient environ 300 au lieu de 77. La source les a tous fait revenir. Donc 500 ans après, donc en moins 47 500. Donc sur les 77 qui se sont incarnés, il y a eu une descendance où ils étaient 300. Et la source les a rappelés. Donc la source les a tous fait décéder physiquement. Donc à cause que l'expérience n'a pas fonctionné. Donc c'est ce qui correspond à l'Ancien Testament. On dit qu'Adam et Ève ont croqué la pomme. En fait, ils ont cédé au mal plutôt que d'apporter le bien. L'Ancien Testament, qui est pour la Bible, mais aussi pour le Coran, parce que c'est leur partie commune à ces deux livres, et aussi aux bouddhistes et aux incas, explique bien cette phase. Sauf que les dates sont totalement absurdes ou pas connues. Mais c'était en moins 47 500. La base des religions sont toutes les mêmes. Surtout les religions monothéistes. Donc bouddhistes, musulmans, chrétiens. Mais quand on dit que c'est Anu qui a inventé les religions, oui, mais ne pas confondre. Là, c'est l'histoire. Et quand ils ont fabriqué ces livres, ils ont repris certaines vérités dans l'histoire. Celle-ci en fait partie. Sauf que les dates ne sont pas du tout connues. Donc c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense. Donc Adam et Ève, ça vient de là, de cette période. Donc la source les a tous rappelés. Ensuite, le Messie est revenu à cette même époque, juste après qu'ils aient été rappelés. Donc en 47 500. Il a demandé aux géants, cette fois-ci, de faire une place physique aux prochains humains, au 777. Il y a eu des décisions. Tous les sages de chacune des 7 races se sont rassemblés et ont décidé qui donnerait sa place.
ce sont les Rumbeo qui ont dû céder. Tu veux dire que sur les 7 races, une devait céder sa place pour les humains? Oui. Ce sont donc les Rumbeo. Et en fin de compte, avec du recul, ils ont eu raison de partir. Peut-être pas, parce que Gaïa serait peut-être toujours Gaïa s'il n'était pas parti. Il n'y aurait peut-être pas l'amour, comme certains humains le connaissent, mais il y aurait peut-être une harmonie sur Gaïa. J'imagine que les 6 races qui sont restées sur Terre, ils n'existent plus au jour d'aujourd'hui, où ils ont pu passer. Tu te souviens de la séance que tu as faite où on voyait Gaïa et la Terre au-dessus? Tu te souviens de ça? Où en réalité la Terre est énorme? Eh bien, les géants occupaient toute la surface, y compris celle où est l'homme actuellement. Tout entier, c'était Gaïa. Donc les autres races sont forcément vivantes. Celles qu'on a laissées aux humains, ce sont celles des Rumbeo. Et les Rumbeo sont redescendus plus bas sur Gaïa, sur un grand continent qui était en formation. Donc les Rumbeo, ils ont laissé leur place. Donc les 6 autres races de géants, avec tout ce qu'il s'est passé après sur Terre, du coup eux ils ont disparu ou ils ont réussi à partir dans Gaïa? Mais non, ils étaient déjà dans Gaïa eux. Personne n'a disparu. Imagine une sphère énorme, pour qu'on puisse comprendre. Imagine une sphère énorme. Chaque race avait un continent. Il y avait 7 continents. Sur Gaïa, il y a 7 continents. Aujourd'hui, il y en a 8. À l'époque, il y en avait 7 plus 1 en formation. Donc les Rumbeo ont laissé leur continent aux humains. Donc les géants vivaient quand même indifféremment où ils voulaient. Il y avait une liberté de circulation totale entre les géants. Par contre, chacun avait son pays. C'est comme en Europe ou aux États-Unis, il y a plusieurs États. Tout le monde se promène, mais il y a quand même chacun à son endroit, quoi, à son continent. Donc ce ne sont que les Rumbeo qui ont quitté leur continent en fin de compte. Hein. Donc il y a donc 7 continents. Donc dont un continent qui s'appelle la Terre. Est-ce que c'est aux mêmes proportions? Non. Donc les Rumbeo étaient sur le plus petit continent. C'étaient les moins peuplés, hein. Ils étaient environ 1 milliard. Donc ils ont quitté cette partie parce que le Messie leur a demandé. Donc il s'appelait pas... Donc à l'époque, le Messie s'appelait Isha. I-C-H-A. Ça voulait dire en Atlante l'homme de la lumière. Et les Atlantes ont gardé ce nom pour eux, Isha. Donc,
les Rumbeo ont complètement dénaturé cette planète, ce continent. Donc ils l'ont complètement rasé. Et celui qui était en formation, donc le 8e, ils ont réinstallé, ils ont presque reconstruit à l'identique ce qu'ils avaient, mais avec encore plus de place, donc encore plus grand. Ils ont emmené 95% des animaux. Certains sont restés sur Terre, sur le continent Terre, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, moins 47 500 jusqu'à donc ça a duré 5 ans pour raser la planète, enfin pour raser ce qu'on appelle aujourd'hui la Terre, donc le continent Terre, cette partie où les Rumbeo vivaient sur Gaïa. Donc ils ont rasé les grands arbres, ils ont emmené les animaux. Donc 5 ans sur notre espace-temps. Et ensuite, jusqu'à moins entre 28 000 et moins 24 000 ans. Donc c'est difficile de ramener ça vraiment à notre ère. C'est pas tout à fait le même espace-temps, mais c'est à peu près ça. Donc de moins 47 500 où tout a été rasé jusqu'à moins 28 000, moins 24 000, on va dire moins 24 000, il ne s'est rien passé. Les animaux qui étaient sur cette terre, donc sur ce continent où on est aujourd'hui, donc appelé Terre, se sont reproduits. D'autres plantes ont commencé de pousser, que les Rumbeo avaient semées, des plantes plus petites, des arbres plus petits, donc vraiment plus petits, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et une forêt vierge s'est installée un peu partout pour nourrir l'homme qui se nourrissait que de végétal. Donc ça a été assez long que tout pousse avant que l'homme arrive. Il y a eu cette faune et cette flore. Oui, ça a mis environ 23 000 ans. Donc 23 000 ans où il n'y a pas eu de vie humaine. Donc volontairement, il y avait uniquement les Hertziens. Donc les Hertziens étaient très heureux à cette époque. Donc je rappelle que les Hertziens, c'est une race reptilienne type humanoïde, pacifique, qui vivent sur Gaïa depuis des millions d'années. Et à l'époque, toujours pas de carnivores. Donc aucun animal ne se mangeait entre eux. À moins 24 000, la source prend la décision de ramener les fameux 777 humains. Cette fois-ci, une proportion légèrement différente, plus de femmes que d'hommes. Ensuite, pendant environ 3000 ans, tout s'est très bien passé. Excellente entente avec les Hertziens. Donc là, c'était donc au bout de ces 3000 ans, ces humains sont devenus des Atlantes. Et ils étaient comment en taille, ces premiers humains? Un tout petit peu plus grand que nous, guère plus. Une vingtaine de centimètres à peine. Donc un petit peu plus petit que les Atlantes quand même. Oui. Mais la pesanteur était quand même plus légère. Donc ils vont continuer de grandir un peu plus. Et donc ils étaient un petit peu plus petits aussi que les Hertziens.
mais ils ont échangé beaucoup. Les humains ont apporté un mode de vie communautaire aux Hertziens qu'ils ne connaissaient pas trop. Ils leur ont appris à être cordial, à être aimable, un petit peu. C'est une forme de politesse. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, enfin des choses pour que justement la convivialité s'installe. Donc de moins 24 000 à moins 21 000, tout s'est bien passé. Ensuite, il y a Anu qui a commencé d'envoyer ses sbires. C'est à 1000 années près, à peu près, hein. Parce que le temps ne s'écoulait pas tout à fait comme maintenant. Donc c'est pour avoir un ordre d'idées. À partir de là, ils ont commencé tout doucement. Ils ont créé dans un premier temps des faux humains qui ressemblaient énormément aux humains. Donc c'était de l'ADN humain mais sans esprit, bon, des clones quoi. Donc un ADN humain comme un clone sans âme. Donc en fin de compte, ils font ce qu'ils veulent avec ce type de clone. C'est un peu comme du contrôle MK. Ils sont téléguidés. Ils ont commencé de semer la zizanie. Ils n'ont pas trop pu se reproduire avec les humains sur Terre. Les enfants qui naissaient mouraient rapidement dans les 5 ans qui suivaient. L'ADN n'était pas assez compatible. Ensuite, il a commencé d'avoir des frictions entre les Hertziens et ces fameux humains. Les Hertziens avaient plus ou moins compris que ce n'étaient pas des vrais humains. À partir de là, il y a une guerre qui a commencé. Et ils ont envoyé des reptiliens au milieu des humains, qui ressemblaient beaucoup à l'époque aux Hertziens. Donc les humains se sont rebiffés contre les Hertziens, parce qu'ils croyaient que c'était eux qui étaient mauvais. En fin de compte, non, c'était les reptiliens qui ont été copiés sur les Hertziens pour semer la zizanie. Et il ne faut pas oublier que c'est au bout de ces 3000 ans, les 777 étaient passés à plus de 21 000. Donc, il y avait quand même une capacité physique presque égale à celle des Hertziens. Ils étaient combien, eux, les Hertziens? Environ 15 000. Donc, il y avait plus d'humains au final. Ouais, mais bon, si on enlève les enfants, ça se tenait. Et les humains ont commencé à harceler les Hertziens, puisque leur culture était ravagée par les reptiliens, qui en réalité n'étaient pas les Hertziens. Ça a commencé une guerre, donc tout a été fait pour semer la zizanie, la discorde entre les deux peuples. Donc à partir de ce moment-là, les Hertziens, ils ont tout compris, la manipulation faite par Anu à l'époque, et ils ont commencé par chasser les humains violemment, sans pourtant les tuer, mais ils les ont violemment chassés. Ils se sont tous réfugiés au centre, donc ce qu'on appelle
le nord de notre planète, qui à l'époque était très chaud. Et ensuite, ils ont mené une guerre contre Anu, contre les reptiliens. Et c'est ça qu'on voit parfois dans certaines légendes. Les reptiliens qui sont venus avec des chariots de feu. Donc c'était une guerre entre Zertiens et reptiliens. Et les Zertiens ont gagné cette guerre qui était partie. Donc cette guerre a duré 1000 ans, jusqu'à environ moins 20 000. Et c'est là où va débuter l'histoire atlante. Les 21 000 humains qui étaient partis dans le nord, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le nord, donc qui était le centre en réalité de ce continent, sont venus, donc ils sont redescendus dans les plaines un peu partout, à la demande des Zertiens. Et de 21 000, ils étaient passés à 500 000. Et ils ont commencé d'envahir cette planète et à très bien s'entendre avec les Zertiens. Et les Zertiens les ont nommés les Atlantides. Alors à l'époque, ils ne s'appelaient pas Atlantides. Ils s'appelaient les Aori. Z-A-O-U-R-Y. Les Aori. Zaori en zertien, ça veut dire océan. Ils ont été surpris que les humains aient pu traverser l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'on les appelle les Atlantes. Ceux qui ont réussi à traduire ce mot ont compris que c'était l'Atlantique. Et le mot Atlante vient de là. Les 21 000 se sont transformés en 500 000 au bout de 1000 ans. Et ils ont réussi à traverser les océans pour venir sur les autres continents de la Terre. Donc quand les Zertiens les ont vus revenir, ils les ont appelés les Aori, donc ce qui veut dire l'homme qui a traversé les océans. Donc ça vient de là, donc l'Atlantide. En fait, le principal océan qu'ils ont traversé à l'époque, c'était l'Atlantique. Donc on a le pourquoi du comment, pourquoi on les appelle les Atlantes. Et à partir de là, on a eu les Atlantes. Mais pendant ces 1000 ans, ils ont subi une évolution considérable. Ils ont compris le mal qu'ils avaient fait aux Zertiens, l'erreur qu'ils avaient faite. Leur conscience a grandi, donc du fait qu'ils s'étaient trompés sur leur compte, puisque c'était les reptiliens qui ont semé la zizanie. Parce que les Zertiens sont pacifiques de base. Mais aussi leur physique a grandi. Il a pris presque 50 cm. Et ils se sont retrouvés avec la taille quasiment des Zertiens. Donc pourquoi ils ont grandi comme ça? Pourquoi ils ont pris 50 cm? Le plus l'homme va dans l'involution et le plus son physique est petit, le plus l'homme évolue spirituellement et le plus il grandit aussi. Donc les 2,50 m étaient quand même assez courants chez les Atlantes. Donc là, nous sommes entre moins 20 000 et moins 18 000 avant Jésus-Christ. Il n'y a donc pas d'homme préhistorique ou de quoi que ce soit. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc de moins 20 000 à moins 18 000, une nouvelle alliance s'est créée entre les Zertiens et l'humain. Tout se passait à merveille. De plus en plus d'échanges,
Ils ont même créé 7 villes. Tout marche avec le 7, avec la source. Ils ont créé 7 villes communes où pouvaient se côtoyer indifféremment Zertiens et humains. Les Zertiens ne se cachaient pas, bien qu'ils avaient beaucoup d'habitations sous terre. Ils en avaient aussi beaucoup en surface, et ils sortaient régulièrement. Prendre des bains de lune, puisqu'à l'époque c'était la lune qui dominait, et ils venaient cueillir beaucoup de végétation, car ils se nourrissaient uniquement de végétation. Les Atlantes, le temps qu'ils ont été tout seuls, ont beaucoup évolué de leur côté. Ils ont appris à connaître les plantes. Ils ont découvert des plantes qui soignent, qui font du bien. Et certaines étaient communes aux deux races et faisaient du bien aux deux races. Donc là, c'est de moins 20 000 à moins 18 000. Et là, l'accord est parfait. Ensuite, de moins 18 000 à moins 12 000, la fin des Atlantes, c'est environ moins 12 000. Donc dans cette période de moins 18 000 à moins 12 000, le mal est revenu. Mais comment est-ce qu'il fait pour venir, le mal? Il passe par des portes? Oui. Je croyais qu'il y avait la grille cristalline qui protégeait, non? Qui protège des arrivées extérieures. La grille cristalline ne va venir justement qu'à partir de là. On va y arriver. Donc en fait, entre moins 18 000 et moins 12 000, il y a eu 2 périodes. Une première de moins 18 000 à moins 16 000, où ils ont quand les reptiliens sont arrivés, qu'ils avaient fait la guerre aux Zertiens et aux humains, qu'ils avaient imité les Zertiens, donc, ils ont réussi à contaminer des personnes, principalement des chiens. Ils leur ont profondément modifié l'ADN. Donc c'était des loups hein, à l'époque. Donc pour eux c'était des chiens, hein, les loups. Et ils les ont fait réagir avec le solstice, qui donc là est à l'envers entre le soleil et la lune. Et à chaque fois que le soleil passait devant la lune, il prenait des formes humanoïdes effrayantes et était assoiffé de sang. C'est à partir de là que la première histoire de loup-garou a commencé à faire surface. Donc là, ces fameux loups modifiés n'ont pas été mis là par hasard, ils ont été mis là pour servir de portail pour les années à venir. Ensuite, de moins 16 000 à moins 12 000, à chaque croisement de la Lune et du Soleil, une fois qu'ils étaient alignés, ces loups se transformaient à nu, envoyaient ses sbires sur Terre. Et cette fois-ci, ils avaient une race d'humains un petit peu plus évoluée que la première. Donc tout ça pour berner.
Donc ces faux humains se sont mélangés aux Atlantes. À force de les côtoyer, ils ont eu des enfants plus ou moins viables. Et ils ont appris aux Atlantes à aimer la possession, à aimer la gloire, à aimer avoir plus que l'autre, à aimer à écraser l'autre, à aimer à être plus fort que l'autre. Ils leur ont demandé aussi de se séparer de ceux qui ne voulaient pas aimer tout ça. Et c'est de là qu'on a eu les deux clans d'Atlante. Donc à partir de moins 12 000. À partir de moins 16 000 à moins 12 000. Donc c'est à moins 16 000 que ça a commencé. À ce moment précis, eh bien, les deux camps atlantes se sont faits. Les bons sont restés en excellents termes avec les Hertiens. Donc ceux-là, les Hertiens, ont continué de les appeler les Aoris. Et les autres, ils les ont nommés les Nouam. N-O-U-A-M. Nouam. E. Et ça veut dire les traîtres. Pendant donc de moins 16 000 à moins 14 000, les deux races atlantes, les deux clans, donc il y avait beaucoup plus d'hybrides du côté des mauvais évidemment que de l'autre côté. Donc ils ont continué d'échanger et c'est là qu'est né l'argent. Les premiers trocs qui avant n'existaient pas. La première fausse monnaie qui a été créée. Mais de moins 14 000 à moins 12 000, les Aoris ont complètement coupé les ponts avec les Nuan. Ils n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc la période entre moins 16 000 et moins 14 000, c'est surtout la période de séparation, où les Atlantes se divisent en deux. Donc les Aoris et les Nuam. À partir de ce moment-là, on a commencé de former le dôme au-dessus de la Terre, donc du continent Terre, pour ne plus que d'autres entités continuent de venir à tout va, perturber le fonctionnement du continent Terre. Quand on aperçoit un arc-en-ciel, il faut savoir qu'il est à environ 22 000 km de toi. Donc s'il était au-dessus de toi, on ne verrait pas les deux bouts. Tout simplement parce que l'arc-en-ciel, ce sont des croisements, des jeux de lumière entre le soleil, la lune, les étoiles, et un taux d'humidité. Et en fait, c'est ce qui se dépose sur le dôme. Il faut juste savoir que l'arc-en-ciel, en fait, il représente le dôme. Et donc, pour qu'on puisse voir un arc-en-ciel, on ne peut pas le voir à moins de 22 000 km. Parce que c'est un angle sur lequel la courbure nous permet de refléter les 7 couleurs de la source. C'est pour ça qu'on dit qu'un arc-en-ciel porte bonheur. Et pourquoi parfois on en voit deux en même temps? C'est normal. En fait, si tu regardes bien, ils appartiennent à la même sphère. Ils sont identiques, oui. Oui. Donc il ne faut pas se poser de questions. Donc c'est impossible de voir un arc-en-ciel au-dessus de soi, parce que notre angle ne permet plus de voir ce jeu de lumière.
Pour exemple, tu prends un faisceau lumineux, un petit faisceau laser, tu achètes des petits lasers, comme pour écrire sur les tableaux blancs, tu remplis un verre d'eau et tu vises le verre d'eau. Et tu verras que le faisceau il est complètement dévié quand il traverse le verre d'eau. Quand tu traverses tous ces jeux de lumière, quand tous ces jeux de lumière se croisent et qu'ils traversent le dôme, ça donne cette couleur. C'est le même principe que la réfraction d'un laser dans l'eau. Et en fait, on voit souvent quand il pleut parce que justement cette humidité qu'il y a entre nous et le jeu de lumière permet la réfraction de ces couleurs. Et c'est pour ça qu'on le voit. Voilà pourquoi quand on dit qu'il y a du soleil et qu'il pleut, on voit les arcs-en-ciel, sauf qu'il faut savoir que l'arc-en-ciel, tel qu'on le voit, il est à 22 km de nous. On ne peut pas le voir autrement, c'est impossible. Et il représente bien la courbure du dôme. Et pour preuve, on le voit se poser quelque part. Donc si la Terre était réellement qu'une petite sphère à elle toute seule, eh bien, on ne verrait pas. On verrait l'arc-en-ciel partir droit devant nous et ne jamais s'arrêter. Donc ça, personne ne l'explique. En fin de compte, il prend bien la forme du dôme, quoi. Oui, tout à fait. Donc on a l'impression qu'il est posé à terre, à droite et à gauche. Il est posé, mais à 22 000 km. C'est comme si tu avais un diamètre d'environ 65 000 km, un continent d'un bout à l'autre. En fait, d'un pied... Donc si l'arc-en-ciel passait au-dessus de toi, et que tu devais rejoindre les deux pieds en ligne droite, tu aurais environ 65 000 km. Donc il te serait impossible, même si tu le voyais, de voir le bout. Tu es à 22 000 km de lui, tu arrives à le définir. C'est tout simplement ça. Le dôme est à environ 5000 km. Donc ceux qui sont au pôle Nord, eux, ils voient des aurores boréales. Donc ça, c'est le soleil des hyperboréens. C'est d'ailleurs lui, ce soleil, qui nous crée aussi l'arc-en-ciel. C'est pas que notre soleil et notre lune. Donc la lumière des autres étoiles, il y a surtout la lumière de leur soleil à eux. Donc le soleil de Gaïa. Donc pourquoi est-ce que les aurores boréales, on les voit qu'à certaines périodes de l'année et pas tout le temps? Parce que leur soleil tourne autour de leur planète, autour de Gaïa. Donc il est un peu en dessous de nous, mais en forme d'ellipse. Donc à un moment de l'année où il est plus proche de nous. Et en fait, c'est pas quand il est plus proche que ça fait des aurores boréales, mais c'est plutôt quand il est le plus éloigné. Donc les hyperboréens sont de l'autre côté des glaces, donc pas dans l'intraterre, mais à l'extérieur, de l'autre côté des glaces, et leur soleil, il est en dessous nous. C'est exactement ça. Donc ils ont créé le dôme, du coup, pour se protéger. Donc avant, le dôme, il n'y en avait pas. Alors j'ai une question. Donc pour moi, il y a le dôme, et au-dessus, c'est de l'eau. Oui. Donc avant qu'il y ait le dôme, il y avait quoi alors? Il y a toujours eu de l'eau, même avant le dôme. Le dôme n'est pas fait d'eau. Le dôme, il est venu après. C'est du plasma, donc on se sert de cette eau. Donc imagine qu'on a pris une quantité assez épaisse de cette eau au-dessus de nous et qu'on a congelé pour faire ce dôme. Donc c'est pas du tout ça, en réalité on l'a transformé en plasma. En fait c'est l'eau qui a été transformée en quelque chose de dur en fin de compte. Oui, tout à fait.
pour se protéger. Mais avant qu'il y ait le dôme, donc c'est sous forme d'hydrogène d'un côté et d'oxygène de l'autre. En fait, ce sont deux gaz. Donc l'eau, elle est faite d'un atome d'hydrogène et d'oxygène. Sauf que on dit que c'est de l'eau parce que c'est avec ces deux atomes que la vie est faite quand on les mélange. Donc au-dessus de nous, ils ne sont pas mélangés. Et quand la source a fait des resets, donc des déluges, elle mélange les deux. Donc on mélange deux atomes d'oxygène pour un atome d'hydrogène, tu as un atome d'eau. Et ça devient liquide et il pleut. Et on s'est servi énormément de l'hydrogène pour faire cette coupole au-dessus de nous, ce dôme. L'eau, elle n'est pas sous forme liquide, sinon elle nous tomberait dessus. Elle est sous forme gazeuse. Et il y a une partie quand elle est très chaude, quand elle s'échappe du dôme, elle est perméable à ces deux molécules, les deux atomes. Elle est perméable à l'hydrogène, donc le dôme devient perméable aussi à l'oxygène. Donc quand ceux-ci sont trop chauds, quand ils sont dans une forme gazeuse extrême parce qu'ils sont trop chauds, ils traversent le dôme de la Terre au-dessus du dôme, de la Terre vers le haut. Quand ils sont trop lourds, parce qu'ils sont refroidis, ils se condensent, ils se rétractent, ils traversent le dôme en sens inverse. Quelques rares pluies sont dues à la perméabilité du dôme, qui laisse passer de l'eau du haut vers le bas, et en échange, il récupère de l'eau qui, lorsqu'elle est chauffée par le soleil ou la lune avant, remonte vers eux. Donc c'est un échange constant. Tout comme les eaux douces ont un échange constant entre Gaïa et nous. Donc on ne sera jamais en pénurie d'eau alors. Mais non, jamais. On nous fait croire à cette pénurie d'eau. Tu sauras que sur Terre, il y aura toujours la même quantité d'eau. Depuis que Gaïa existe et la Terre, jusqu'à sa destruction totale, il n'y aura jamais de différence d'eau. Et quand je dis jamais, c'est même pas au millilitre près. La quantité d'eau sur Terre restera la même. Il y a des échanges entre l'eau qu'il y a au-dessus du dôme et la nôtre, et les échanges sont totalement à l'équilibre. Si on donne 1 litre, le dôme réabsorbe 1 litre au-dessus de lui. C'est ainsi, c'est un équilibre permanent. On ne manque pas d'eau. Par contre, on la pollue. Et aujourd'hui, seuls 10% à peu près de l'eau passe au-dessus du dôme et redescend. Celle qui redescend est totalement purifiée, mais c'est beaucoup trop peu. On ne devrait pas salir notre eau, on ne devrait pas la polluer. L'eau à elle toute seule suffit à nous faire vivre, parce qu'elle fait vivre les plantes comestibles, et on pourrait s'en nourrir. Il y a besoin de rien d'autre. Mais aujourd'hui, l'eau, elle sert... il y a environ 40% de l'eau qui sert à créer l'énergie. Les centrales thermiques, les centrales à vapeur, les centrales nucléaires, elles consomment énormément d'eau. Ensuite, 10% sert à nourrir le bétail. Il n'en reste plus que 50%. Et sur les 50% restants d'eau douce, on est capable d'en exploiter que 5%. Ce qui veut dire que dans beaucoup de grandes métropoles, dans beaucoup de parties du monde, on manque d'eau. Alors que si on se permettait d'arrêter ne serait-ce que l'élevage de bétail, il n'y aurait aucune sécheresse nulle part. On pourrait arroser toute
la terre. Donc le déluge ne vient que si on n'est pas capable de changer notre futur. Chaque fois que la source a ramené le déluge sur la terre, c'est à chaque fois que l'homme l'a trop déçu et qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. C'est la première fois que, malgré toute la haine de l'humanité est presque en mesure de faire marche arrière. Ce n'est pas trop tard. Le réchauffement climatique ne vient pas de là. Il est prévu, il est naturel, et il ne va pas nous tuer. Quand la source crée un déluge, c'est pour sauver les âmes, les bonnes âmes qui restent sur cette terre, et détruire les mauvaises, les faire partir. Et le mal, donc les reptiliens, ont voulu eux aussi faire leur propre déluge et faire démentir nos livres saints et faire mentir la source. Le déluge qui était prévu par Nibiru n'a rien à voir avec le déluge de la source. Ils voulaient eux aussi ramener leur déluge, se faire passer pour la source, donc tout inversé. Donc le déluge ne va pas forcément se faire donc. Si l'homme a trouvé la force de régler ses problèmes sur cette terre, donc le monde futur devrait être fait d'humains éveillés et d'humains repentis. Donc on s'est arrêté à moins 12 000. Donc après il y a quoi? De moins 12 000 à moins 8 000, c'est l'extinction des Atlantes. Donc moins 12 000 à moins 8 000. Environ 4000 ans, c'est l'extinction du peuple atlante. Et l'extinction, elle a eu lieu... donc ils ont commencé à décliner à partir de moins 8000. Il n'en restait plus que environ 2-3 000, pas plus, en 4000. En moins 4000. Donc il en restait 3000, 4000, en moins 4000, pas plus. Nous sommes à la fin de cette seconde partie. Donc on se rend compte que la source crée le déluge pour sauver les bonnes âmes et chasser les mauvaises. C'est un cycle de 26 000 ans. Donc celui-ci peut continuer si les humains vivent en parfaite harmonie. On comprend qu'à notre époque, on a une chance d'échapper au déluge prévu en 2055 si on prend conscience de nous être fait berner par Anu et changeons notre mode de vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête.